Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Et le séminaire, ça avance? Oui, tranquille. Ça termine quand? Dimanche. D'accord. Vous faites le séminaire au sein de l'entreprise ou bien à l'extérieur? À l'extérieur. Donc, il y a toutes les commodités, petit déjeuner, pause café, pause déjeuner. Oui, mais bon, c'est pas ça le plus important. Ouais, on sait. C'est toujours ce que vous nous dites, les gars de la fonction publique. Bon, même si vous n'êtes pas de la fonction publique. Non, Alors, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va revenir sur les événements qui se sont déroulés mardi dernier. J'en avais parlé hier. Je disais que j'avais été un peu pris de court, comme beaucoup d'observateurs, sur la rencontre surprise qui a été organisée à Doha au Qatar entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. On sait que les deux hommes se tirent à boulet rouge depuis plusieurs années. Il faut rappeler que depuis 2021, un groupe armé appelé le M23, le mouvement du 23 mars, justement, avait décidé de reprendre les armes contre Kinshasa. Ce groupement M23, selon un certain nombre de rapports publiés par notamment les Nations Unies, explique que ce mouvement M23, qui est composé essentiellement de Tutsis originaires de l'Est de la République démocratique du Congo, serait soutenu par le Rwanda. Et donc, c'est cette rébellion du M23 qui ne cesse de pourrir les relations diplomatiques et économiques et politiques entre Kinshasa et Kigali. Alors, il faut savoir que après une petite période d'accalmie, depuis fin janvier dernier, le M23 a lancé deux grandes contre-offensives contre les forces armées congolaises, permettant ainsi de s'emparer de deux villes stratégiques situées à l'est de la République démocratique du Congo, à savoir la capitale du Nord Kivu, Goma, et celle du Sud Kivu, Bukavu. Et donc, cette reprise des hostilités et surtout cette conquête territoriale n'a fait que raviver les tensions qui étaient déjà existantes et très fortes entre les chefs d'État Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Il faut savoir que le Congo n'a cessé de demander à la communauté internationale, aussi bien au niveau de l'Union africaine qu'au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, de prendre un certain nombre de sanctions à l'égard du Rwanda, qu'il estime être l'état déstabilisateur du Congo et celui qui porte atteinte à la souveraineté territoriale de ce dernier. Et donc, pour le Rwanda, il s'agit plutôt de sécuriser sa frontière en permettant justement à ces groupes, en l'occurrence le M23, de s'attaquer à un certain nombre de groupes armés qui, du point de vue de Rwanda, menacent la sécurité nationale de son territoire. Bref, on sait que derrière, en réalité, il y a la guerre de la conquête, la guerre de la maîtrise des mines, notamment des minerais stratégiques que sont le coltan ou encore d'autres minéraux qui entrent notamment dans la composition soit de semi-conducteurs, soit des batteries électriques comme le lithium aussi, qui est très présent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc derrière cette guerre contre les minéraux, il y a tous ces intérêts-là géostratégiques sur lesquels je ne voudrais pas m'appesantir ici. Mais bref, il faut savoir que depuis aussi quelques jours, un certain nombre, grâce au lobbying opéré par la diplomatie congolaise, un certain nombre de pays avaient commencé à prendre certaines sanctions à l'égard du Rwanda. C'est le cas notamment du Royaume-Uni, du Canada et dernièrement de la Belgique via l'Union européenne. Il faut savoir que mardi 18 mars dernier, et c'est justement le point sur lequel je voudrais m'appesantir, il était préalablement prévu une réunion entre, d'une part, le président Félix Tshisekedi et son gouvernement et les représentants du M23. Il faut se rappeler que dès la reprise des hostilités en fin janvier dernier, Félix Tshisekedi avait toujours refusé de discuter directement avec le M23 qu'il estimait n'être qu'une marionnette en réalité de Kigali, et par conséquent pour lui, il fallait discuter directement avec celui qui était derrière cette rébellion-là, à savoir le gouvernement rwandais et le président Paul Kagame. Paul Kagame avait toujours refusé de discuter directement avec Félix Tshisekedi, estimant que le problème en réalité à l'est de la République du Congo, c'est un problème congolo-congolais et que lui, il n'avait pas, il voyait comme une forme d'immixtion de sa part, toute discussion directe avec son homologue congolais. Mais il faut aussi savoir qu'à travers les médias, par médias interposés, Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'ont cessé de dire tout le mal qu'ils pensaient
l'un pour l'autre. Et donc ce mardi 18 mars, alors que les regards étaient tournés vers Luanda, la capitale de l'Angola, où João Lourenço avait été mandaté à la fois par les Nations Unies et par l'Union africaine pour prendre la tête de l'initiative dite de Luanda, c'est-à-dire de mettre en place un programme qui devait permettre, d'un point de vue diplomatique, permettre à la fois à Kigali et à Kinshasa de discuter directement afin de parvenir tout au moins à un cessez-le-feu et tout au plus à la signature d'un accord de paix qui soit durable. Or, on apprend dans la même foulée, surtout en fin de soirée, que les deux chefs d'État, d'abord il faut savoir que le M23 au dernier moment avait refusé de se rendre à Luanda, expliquant qu'en raison des sanctions de l'Union européenne prises à l'encontre de certains de ses membres, notamment son leader, et un certain nombre de personnalités militaires et politiques rwandaises, eh ben, elle avait estimé qu'elle n'avait plus à aller à Luanda. Et donc, alors qu'au dernier moment, cette réunion avait été annulée, la présidence angolaise s'étant fendue d'un simple communiqué expliquant que pour des cas de force majeure, eh ben, cette rencontre avait été annulée. On a appris plus tard dans la soirée, en réalité, que le président rwandais et le président congolais étaient à Doha au Qatar, où ils avaient pris part directement à des discussions en vue de la recherche d'une solution de paix dans le conflit qui oppose les deux États. Dans la soirée, le ministère des Affaires étrangères du Qatar s'est fendu d'un communiqué à laquelle il a ajouté une photo où on voit l'émir qatari Tamir Ben Hamad Al Thani aux côtés des présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Et donc dans ce communiqué, le ministère des Affaires étrangères dit, je cite, que les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et on peut également lire qu'il est écrit qu'il est convenu de la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha afin d'établir des bases solides pour une paix durable. Donc, il y a une volonté, semblerait-il, de la part des deux chefs d'État de trouver des voies et moyens diplomatiques pour parvenir à une paix. Sauf que dans ce même communiqué, on ne dit pas comment est-ce que on va parvenir à une paix. Il n'y a pas de modalité de cesser le feu. On ne voit pas les exigences que les unes ou autres parties ont mis en avant afin d'obtenir, ont mis en avant comme préalable pour parvenir à un accord de cesser le feu. Tout au plus, on voit que les deux chefs d'État disent qu'ils vont accepter un cessez-le-feu. Et plus intéressant encore, on voit que les communiqués à la fois du côté de Kigali et celui de Kinshasa ne sont pas les mêmes. Du côté de Kinshasa, le gouvernement congolais, à travers la voix de son porte-parole, a expliqué qu'un cessez-le-feu, effectivement, va être signé dans les jours ou les semaines à venir entre le Rwanda et le Congo pour mettre ainsi, ou du moins pour suspendre les hostilités à l'est de la République démocratique du Congo. Ils affichent cela comme véritablement une réussite diplomatique. Du côté du Rwanda, il n'y a pas eu d'annonce à proprement parler du gouvernement rwandais. Ils se sont tout au plus ils ont pris leur communiqué du ministère des Affaires étrangères qatari qu'ils ont publié aussi, comme pour donner leur caution si tu veux, au langage ou à la position affirmée par les autorités qatariennes. Et donc là, on voit que pour l'instant, en l'absence de véritable contenu qui pourrait édifier à la fois les observateurs et les populations aussi bien rwandaises que congolaises sur les modalités éventuelles de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu, on est quand même assez dubitatif sur l'issue de cette rencontre. Tout au plus, on peut comprendre que véritablement, en réalité, le Qatar n'a fait que peser de tout son poids pour amener à la table des discussions Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Et ça, il faut déjà reconnaître que c'est véritablement une vraie prouesse diplomatique, parce qu'il faut savoir que depuis l'année dernière, depuis 1 an et demi, ni au niveau de l'Union africaine, ni au niveau de la SADC, ni au niveau de l'EAC, donc la communauté des États des Grands Lacs, ni au niveau de la CEAC, à aucun niveau de ces instances-là, et encore moins même, on peut même aller plus loin au niveau des Nations Unies, à aucun moment on a eu la capacité de pouvoir réunir sur une même table de discussion les représentants du Rwanda et celle du Congo. Donc on voit que là,
à travers cette initiative prise cette fois-ci par le Qatar, on voit qu'eux, ils ont une capacité d'influence véritablement forte pour amener à la table des négociations Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais comment est-ce que les Qataris sont arrivés à cette position-là? Tout simplement grâce à ce qu'ils ont toujours su faire, c'est-à-dire que les Qataris ont des investissements très importants, aussi bien au Rwanda qu'en RDC. Il faut savoir que le plus gros investissement qatari sur le continent africain est au Rwanda, où ils investissent notamment dans la construction d'un véritable hub aéroportuaire à Kigali, donc pour faire véritablement de l'aéroport de Kigali une espèce de grand centre logistique aérien, et ça, véritablement, 6 milliards de dollars, c'est énorme. Et il faut aussi savoir que les Qataris ont investi dans les infrastructures portuaires et aéroportuaires, dans les infrastructures portuaires et de transport en RDC pour 3 milliards de dollars, notamment une partie ayant été investie dans le port de Matadi, qui est la seule voie de sortie maritime de la République démocratique du Congo, et un certain nombre d'infrastructures routières et ferroviaires permettant de relier le port de Matadi au reste du pays. Donc, on voit que par ces investissements colossaux en Angola, au Rwanda et en RDC, le Qatar, par la voix de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani, était en capacité de pouvoir influer sur Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour les emmener à discuter en direct à Doha au Qatar. Et donc cette prouesse diplomatique qatari met aussi en avant la faiblesse diplomatique du continent africain. Comme je l'ai dit, ni au niveau de la SADC, ni au niveau de la CEAC, ni au niveau des Grands Lacs, ni au niveau de l'Union africaine, ils n'ont été capables de réaliser ce que le Qatar vient de faire en quelques jours, voire en quelques heures. Parce que, vu la rapidité avec laquelle les événements sont produits, je doute que cette décision de les réunir ait pris plusieurs jours. Je pense que c'est en moins de 24 heures que le Qatar a pu mettre ça en place, parce que l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani a des relations personnelles et privilégiées à la fois avec Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Et donc ça montre aussi que malheureusement, aujourd'hui, en matière de médiation de conflits internationaux, l'épicentre s'est véritablement délocalisé du côté des pays du Moyen-Orient, en l'occurrence l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il ne faut pas l'oublier, sur le conflit israélo-palestinien, c'est à Doha au Qatar qu'a eu les négociations entre le Hamas et Israël, sous l'égide certes des États-Unis, pour parvenir à la question notamment des otages, du cessez-le-feu et de la reprise de la distribution de l'aide humanitaire. C'est aussi à Doha au Qatar que se sont déroulées toute une série de pourparlers, notamment sur le conflit en Ukraine. Il faut savoir que lundi prochain, en Arabie Saoudite, certes, mais le Qatar aussi avait joué un rôle très important, dans lequel l'émirat du Golfe avait permis aussi, lors de la première tentative de pourparler, avant qu'on arrive aux accords qui avaient été conclus à Istanbul en Turquie, le Qatar avait également joué un rôle très important dans le rapprochement pour discuter entre Ukrainiens et Russes. Donc on voit aujourd'hui, et le Qatar aussi continue de jouer ce rôle-là majeur en matière de médiation internationale, parce que les Qataris ont cette capacité, à la fois à travers le soft power qu'ils mettent en jeu, à travers tout un certain nombre d'investissements qu'ils font dans les pays, et à travers aussi leur volonté de vouloir, de s'afficher comme étant de véritables leader incontournable dans la région, non seulement du Golfe, mais aussi à travers aussi le monde. J'ai oublié aussi qu'il ne faut pas oublier que dans la guerre qui est au Soudan, il y a des négociations aussi qui sont en cours entre les forces de soutien rapide et l'armée régulière soudanaise sous l'égide des États-Unis, et ces négociations sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, mais ces négociations ont lieu actuellement à Doha au Qatar. Donc, on voit que cette diplomatie-là, qatari, est bien plus efficace et bien plus forte que celle de l'ensemble du continent africain. Et ça, c'est à la fois, je dirais, c'est une bonne chose, parce que ça permet de résoudre un conflit qui est quand même un conflit majeur sur le continent africain, mais c'est assez inquiétant dans la mesure où on voit que à l'intérieur du continent africain, les pays africains n'ont plus cette capacité-là, en réalité, de pouvoir peser de tout leur poids quand il s'agit de trouver des solutions pour mettre fin à un conflit qui se déroule sur le continent africain. Donc ça, véritablement, c'est assez inquiétant, et ça va faire que demain,
de moins en moins de pays vont se tourner vers les instances africaines lorsqu'il s'agira de régler des litiges ou des conflits, mais préféreront toujours aller vers l'extérieur, hors du continent africain. Avant, c'était l'Europe, puis les États-Unis. Maintenant, on voit que c'est le Moyen-Orient, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar qui deviennent maintenant les pôles à travers lesquels on essaie de trouver des solutions lorsqu'il y a des conflits entre des États sur le continent africain. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.